Mon nom est Étienne Lemarié et je m'adresse à vous depuis la Martinique. Alors j'ai plaisir à envoyer soleil et chaleur que nous allons partager pendant quelques 30 minutes. Alors, euh, donc nous allons parler de sciences, recherche et pseudosciences, d'information, communication, publication, et je vois que d'après le quiz qui vient de passer, beaucoup de messages sont passés ce matin et donc on aura peut-être une vue un peu générale du problème. Alors, ce que je vous propose, c'est de traiter ce sujet avec Yves Tremblay, qui doit être dans la salle, je ne l'ai pas vu, mais il doit être là. De différencier science et recherche pour identifier les dérives. 2, de différencier information, communication et publication. 3, de revenir sur les revues prédatrices et les pré-publications. Et 4, de revenir sur la science ouverte dont on a déjà parlé. Alors, je vais peut-être mettre en plein écran, ce sera mieux. Voilà. Alors, science et recherche. Les choses sont assez simples. La science, c'est par définition une connaissance qui est acceptée, une certitude par son caractère par son caractère indiscutable, pardon, excusez-moi, ça a sauté alors que je voulais, par son caractère indiscutable et acceptée de façon universelle. La Terre est ronde, personne ne discute, mais encore, ce n'est pas si que ça. Pas pour les sites en tout cas. Par contre, la recherche, c'est non pas une connaissance acceptée, mais une production de connaissances. Et ça, c'est très important. Cette production de connaissances est validée par les pairs et peut être remise en cause. Or, nous avons vu à plusieurs reprises, enfin, tout au moins en France, et je pense qu'au Canada, ça a été la même chose, durant cette pandémie, il y a eu une grande confusion entre science et recherche. Comment se fait-il? Les scientifiques changent d'avis, etc. Maintenant, 2 mots qu'il nous faut définir, c'est celui de l'information et de la communication. L'information, par définition, c'est un contenu, c'est-à-dire des données sources, d'une part, et des opinions. C'est des données sources, c'est factuel. L'information de qualité repose sur des faits, des preuves validées, pas sur des oui-dire. Ce sont donc les données sources. Et bien entendu, il peut y avoir des opinions qui sont exprimées à partir de ces données sources. Là, on est dans le magazine d'information, dans un journal grand public, par exemple Le Monde chez nous que vous avez en photo ici. La communication, on peut dire autre chose. La communication, c'est un processus qui permet de diffuser une information, c'est-à-dire comment faire passer un message à un public cible. Et donc, bien entendu, il peut y avoir similitude entre les deux, c'est-à-dire une communication peut être basée sur des faits, des preuves validées, etc. Mais ça n'est pas obligatoire. Une simple communication ça peut être un message qui ne repose pas sur des faits, et c'est ça qui est tout le problème. Alors, on voit que ce problème, j'ai sorti cette diapositive. Vous avez sûrement entendu parler du réseau qui vient de sortir aux États-Unis, qui a pour patron celui dont la mèche ressort à droite. Et ce site, The Truth Social, débute par cette phase: tout utilisateur pourra dire sa vérité. Tout utilisateur pourra dire sa vérité. Autrement dit, je dis la vérité et tout le monde peut dire sa vérité. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où je dis la vérité, eh bien, vous énoncez une contradiction. C'est-à-dire que le vrai, en réalité, c'est l'adéquation entre ce qui est et ce que l'on dit. Mais ça ne peut pas être à quelqu'un. La vérité ne m'appartient pas plus qu'à vous ou à d'autres. Cette vérité, elle nous appartient à tous, elle est partagée, mais elle n'est pas à moi. Pour dire le vrai, il faut accepter de se distancier de sa croyance et de ses intérêts. C'est fondamental. Alors, pour en venir à la publication scientifique, vous savez qu'il y a des règles
Un article comporte une introduction, matériel et méthode, et une discussion. Ce sont des choses que vous savez certainement tous. Mais la publication scientifique est actuellement dans un environnement très évolutif, un environnement compétitif, publish or perish, on en a parlé ce matin, un environnement inondé de publications. J'ai relevé dans PubMed, il y a une huitaine de jours, 225 000 publications sur le Covid depuis 2 ans. Il y a par ailleurs le problème des publications frauduleuses, c'est-à-dire des fausses données, des données inventées, ou même des peer reviews qui se font de façon de médiocre qualité ou trop rapide. Alors bien entendu, les deux revues que je présente ici n'ont rien de publication frauduleuse, mais il est arrivé dans le Lancet, il y a eu 2 publications ces dernières années qui ont été rétractées parce que manifestement la revue avait été trop rapide. Et puis enfin, il y a le problème des revues prédatrices. Or, on estime à l'heure actuelle qu'il existe 3000 revues officielles dans le monde et 10 000 revues prédatrices ou trompeuses, c'est-à-dire 3 fois plus. Alors, ça pose le problème de transmettre la vérité des faits scientifiques. J'ai pris 2 phrases ici, l'une de Ernest Scheinweiss. Jamais il n'a été aussi difficile de transmettre la réalité, la vérité des faits scientifiques. Et une autre phrase d'Hervé Maisonneuve, qui fait partie de notre groupe de réflexion, qui écrivait il n'y a pas longtemps, la crise de la reproductibilité est très grave, résultat d'un modèle court et standardisé qui ne correspond plus à la complexité de la science. C'est-à-dire que dans cette phrase, il remet un peu en cause le modèle classique de la publication. Eduardo Franco, que vous connaissez, il est de chez vous, il est de Montréal, écrivait il y a peu de temps « Une épidémie mondiale met la population en danger », avec une prolifération des publications plus ou moins sérieuses dans les CV. Et il citait l'exemple d'assistants étrangers qu'il devait recruter. Il disait « Mais je me trouve confronté à 300 publications, je suis incapable d'analyser ces CV, c'est devenu impossible. » Et il ajoutait « Pour la première fois dans l'histoire des sciences biomédicales, il se publie plus d'études déficientes ou même frauduleuses que de recherches sérieuses, d'où les chiffres 10 000 revues trompeuses, 3 000 revues officielles. » Vous voyez le problème que ça pose. Et Marc-Edouard et Roy ajoutent « Nous sommes dans un nouvel âge des ténèbres. Si une masse critique de chercheurs devenait indigne de confiance, on atteindrait le point de bascule où le travail scientifique lui-même serait corrompu et où le public perdrait confiance. » Et on peut ajouter que trop souvent, journalistes, politiciens et publics s'appuient sur des informations trompeuses. Alors, c'est pourquoi au sein du GRISOF, le groupe dont on fait partie avec Yves Tremblay, nous avons édité des plaquettes dont l'une s'appelle « Reconnaître les revues prédatrices ». Elle est à votre disposition, il suffira de la demander à Yves. Elles sont libres de disposition. La définition des revues prédatrices sont la suivante. Les revues et les éditeurs prédateurs sont des entités qui privilégient l'intérêt personnel au détriment de l'érudition et se caractérisent par des informations fausses ou trompeuses, un écart par rapport aux bonnes pratiques rédactionnelles et de publication, un manque de transparence et ou le recours à des pratiques de sollicitation agressive et sans discernement. Donc vous voyez que c'est une définition finalement assez longue. Et voilà le dos du flyer qui donne des conseils concernant des conseils pour éviter les revues prédatrices. Alors, comment identifier les revues prédatrices? On en a parlé ce matin, il y a plusieurs sites. Vous en avez 3 ici, notamment le Stop Predatory Journals qui recense toutes les revues prédatrices et qui n'est pas forcément tout à fait à jour. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'utiliser le DOAJ. Le DOAJ, c'est un répertoire en accès libre des revues à comité de lecture. Alors,
il y a probablement des revues qui passent au travers des mailles du filet, mais c'est tout de même une sécurité. Vous tapez DOAJ et vous tapez la revue qui vous intéresse et immédiatement, vous savez si ce répertoire en accès libre contient votre revue et que cette revue est un comité de lecture. C'est quand même une sécurité. DOAJ. Or, la fraude scientifique, de façon plus générale, est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. Alors, le principal coupable est le système de la recherche. Publier ou périr, c'est-à-dire plus privilégier la quantité plutôt que la qualité, la rapidité et moins de précautions. Alors évidemment, on peut impliquer des indicateurs de mesure qui font appel au nombre d'articles, aux citations, et ces indicateurs conditionnent le montant des crédits de recherche, mais ça peut se faire aux dépens de la qualité et aussi aux dépens, ce qui apparaît de plus en plus, et je sais que au Québec, vous êtes particulièrement en avance dans ce domaine, c'est celui de la justification sociale, c'est-à-dire rétablir, l'objectif c'est de rétablir un contrat social entre la science et la société. Je fais de la recherche, quelle est la finalité de ma recherche? Est-ce que elle a véritablement, est-ce que cette science joue un rôle et contribue au bien-être de la population? Je sais que ça fait partie de vos critères et à ma connaissance, vous êtes un des rares pays à utiliser ce type de critères. Un autre aspect, c'est celui des prépublications ou préprints. On en a parlé également ce matin. Un préprint, qu'est-ce que c'est? C'est un article non évalué ou non révisé, qui peut être en cours de relecture par des pairs au sein d'une revue scientifique, mais n'a pas encore été évalué. Il peut être déposé sur une plateforme ou une archive dédiée et il contient des données originales de recherche, et ça c'est important, c'est-à-dire soit des comptes rendus de recherche, soit des articles originaux. Alors, ces plateformes, ces préprints ont un avantage, plusieurs avantages. Un, la diffusion rapide. Deux, l'incitation à réagir et commenter, puisque l'article n'a pas encore été publié, donc vous pouvez réagir. Cela permet aussi, et c'est pas négligeable, de reconnaître la paternité d'une recherche. Et il y a probablement certains d'entre vous qui ont eu de mauvaises surprises de ce genre, c'est-à-dire de présenter un début de leur travail dans un congrès sous forme de communication et de s'apercevoir que quelques mois plus tard, eh bien, quelqu'un a repris votre travail, l'a complété, a travaillé plus vite que vous et finalement le publie. Donc, ça permet de reconnaître la paternité d'une recherche, de documenter l'historique des idées développées, c'est-à-dire tout le cheminement depuis la première rédaction jusqu'à la rédaction finale. Cela permet transparence et suivi des discussions associées, de contribuer à la science ouverte et au partage. Et cette diffusion est gratuite pour l'auteur et un accès gratuit pour le lecteur. C'est donc, ça peut être considéré comme une valorisation des travaux pour les recrutements et les promotions. Ça, c'est vrai de plus en plus. C'est-à-dire que on a vu quelle était la progression de notre travail. Alors, il y a plusieurs plateformes. Il y a celle-ci dont on a déjà parlé ce matin. Je signale au passage que j'ai cherché sur cette plateforme Covid-19 le nombre de préprints. Vous voyez qu'il y en a 22 202 en date il y a une vingtaine de jours à peu près. Vous voyez le nombre que ça représente. Alors, qui dit préprint ne veut pas dire publication. Les risques, c'est qu'effectivement, sur des plateformes préprint, vous ayez des travaux de médiocre qualité ou des travaux partiels. Ces prépublications ne sont pas reconnues par de nombreux bailleurs. Et là, il y a un petit flou. Je sais qu'on en a discuté avec Yves Tremblay il n'y a pas très longtemps, parce que certains présentent les prépublications dans leurs titres et travaux. Il faut savoir que si vous avez déposé un article, un préprint sur une plateforme, l'auteur peut le soumettre ou non son manuscrit à une revue. Mais c'est pas parce que vous êtes sur une plateforme préprint que cet article est considéré comme un article publié. Donc, au total, il faut considérer la prépublication comme la première ébauche d'un article.
Et il faut qu'elle soit déposée sur un serveur de confiance, de bien vérifier les politiques en matière de prépublication, et ça dépend des serveurs, et préparez-vous aux critiques, c'est-à-dire, bien entendu, votre article est exposé. Alors, ici, je vous montre une méta-analyse pour attirer votre attention sur le fait que beaucoup de méta-analyses à l'heure actuelle sont faites avec des articles en préprint. C'est-à-dire qu'on vous met tous les auteurs au bas de cette méta-analyse, mais si vous y regardez de plus près, eh bien, la moitié des publications, en fait, sont des préprints. Autrement dit, cette méta-analyse ne vaut rien. C'est pas le cas de celle-ci parce qu'elle est dans l'American Journal of Therapeutics, qui est un journal tout à fait sérieux. Mais la première des règles devant une méta-analyse, c'est de regarder si les articles ne sont pas des préprints. Un autre aspect maintenant, c'est le problème du plagiat. On en a aussi parlé. Et je vous incite à aller sur le site de Michel Bergada, qui est une juriste suisse, qui a développé un site et qui organise des congrès, une société qui s'appelle l'UNIGE. Et voici les 10 conséquences du comportement plagieur selon l'UNIGE. Le plagiat est un vol de la création originale. Les comportements plagieurs portent atteinte aux droits ultérieurs des auteurs de publier le résultat de leurs travaux. Le plagieur s'inscrit en faux vis-à-vis du droit fondamental du lecteur à accéder à l'origine des sources de la connaissance. Le plagieur vide le sens des œuvres produites. Le plagieur fraude le système. Le plagiat est la porte ouverte à d'autres déviances. Le plagiat produit suspicion et honte. Le plagieur porte atteinte à l'image de l'institution où il exerce. Le plagiat s'inscrit en faux dans le nouveau rôle des revues scientifiques et il induit des dommages collatéraux importants. Alors, la science ouverte maintenant. Vous voyez qu'on fait un survol un peu général. La science ouverte, la définition la plus simple, c'est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. C'est pas forcément la diffusion de tout, mais c'est dans la définition de la science ouverte, il y a les trois. Résultats, méthodes et produits. La science ouverte s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et autant que possible aux données et aux méthodes de la recherche. Elle permet à la recherche financée sur fonds publics de conserver la maîtrise des résultats qu'elle produit. Elle construit un écosystème dans lequel la science est plus transparente puisqu'elle est accessible. Elle induit donc une démocratisation de l'accès au savoir, utile à l'enseignement, à la formation, à l'économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble, et constitue un levier pour l'intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. Ce que je vous ai transcrit ici, ce sont les différents points du deuxième plan national pour la science ouverte 2021-2024 du ministère français de l'enseignement supérieur. Ce plan est strictement identique aux recommandations européennes et j'ai regardé les recommandations québécoises ou canadiennes, je sais plus, c'est québécois je crois, elles sont strictement identiques, c'est-à-dire qu'on est tous sur le même modèle, avec les mots-clés, diffusion, publication, accès aux données, aux méthodes, démocratisation de l'accès et intégrité scientifique. Le seul problème, c'est que quand vous allez dans le détail, eh bien, vous vous rendez compte que ce sont de beaux principes théoriques, mais que en pratique, c'est beaucoup moins évident. La science est un bien commun qui doit profiter à tous. La science on doit assurer l'accessibilité des produits de la science, c'est-à-dire des publications des données sources. La science ouverte constitue une nouvelle pratique éditoriale, un nouveau modèle économique, et je vous ai mis ici le document du Fonds de recherche du Québec en ce domaine. Et en bas, c'est le OSC qui est l'initiative européenne, mais encore une fois sur le même modèle. Alors, l'accès libre aux revues. Alors, on en a parlé également. Le modèle classique, vous savez que finalement, l'université ou l'organisme de recherche paie le chercheur soumet un article et cette soumission est parfois payante, mais pas toujours, mais parfois payante, notamment pour les grandes revues. Et l'université paie un abonnement collectif. Ça, c'est le modèle classique. C'est-à-dire que
finalement, on paie 2 fois, voire 3 fois. Dans le système auteur-payeur, l'université paie le chercheur, bien entendu. Le chercheur ou son organisme paie la publication entre 1000 et 3500 $ en moyenne. La revue, par contre, est en accès libre, ce qui est tout l'intérêt du système. Et l'université paie malgré tout, la plupart du temps, un abonnement collectif. Donc, ce système auteur-payeur est intéressant pour l'accès libre, mais dire qu'il est avantageux pour l'université ou l'organisme de recherche, c'est moins évident. L'évaluation classique, un article peut être accepté sans modification, avec modification ou rejeté. Les revues ont la responsabilité de mettre en place un traitement objectif des textes. L'évaluation doit offrir aux auteurs l'occasion d'améliorer leur texte. L'évaluation en double aveugle est bien entendu préférable et la confidentialité de l'évaluation est considérée comme la meilleure garantie d'une évaluation saine et efficace. Ça, ce sont les 4 grands principes d'une évaluation classique. Les inconvénients, c'est que l'article est soumis en quelque sorte à l'économie du prestige des maisons d'édition, c'est-à-dire l'emprise des maisons d'édition et l'impact factor des revues. Les critiques sont parfois lapidaires, d'autant plus lapidaires qu'elles sont anonymes et sans échange possible en dehors du fait que vous êtes accepté sans ou avec modification ou rejeté. Alors, face à cela, se développe à l'heure actuelle de plus en plus ce qu'on appelle l'évaluation ouverte, l'open peer review. Cette évaluation ouverte repose sur 3 principes. 1, la transparence, c'est-à-dire que auteur et évaluateur peuvent dialoguer, les 2 sont connus. La distribution est large, c'est-à-dire que toute personne peut relire et commenter, en quelque sorte votre article est mis sur une plateforme. Et comme les réviseurs sont connus, en principe, il y a moins de conflits d'intérêts. Vous savez que certains articles peuvent être refusés par des réviseurs qui considèrent que votre article va à l'encontre de quelqu'un de son équipe. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie. J'arrête le partage si vous voulez bien.